Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, le Liban, ce pays à la culture merveilleuse où tout semble désormais s'effondrer. Je rappelle que selon la Banque mondiale, 78% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. Le prix des aliments se sont envolés de plus de 2000% depuis fin 2018. Les aliments de base, y compris le pain, sont devenus inabordables pour la majorité. Les malades, eux, ne peuvent plus se soigner à cause d'une pénurie de médicaments et une pénurie d'énergie également, plongeant régulièrement des quartiers entiers dans le froid et dans le noir. Enfin, mardi dernier, le Liban dévaluait sa monnaie de 90% encore. Bref, c'est tout un pays qui, par l'inefficacité ou la corruption de ses élites, est tombé dans les ténèbres. Et au milieu de ce paysage désastreux, il faut le dire, il y a un juge et peut-être aussi une lumière d'espoir. C'est le juge Tarek Bitar qui reprend l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Donc l'explosion, comme je vous le disais, qui date du 4 août 2020, ce jour où une gigantesque explosion ravageait le port et un tiers de la ville de Beyrouth. 215 morts, plus de 6000 blessés. Et donc, on a retrouvé plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium. Ce produit utilisé comme engrais ou comme explosif était stocké dans des conditions désastreuses dans ce port. Eh bien, l'enquête était sous forte pression. Une pression notamment par la campagne du Hezbollah, qui l'accusait de partialité. Et eh bien, l'enquête a dû être stoppée pendant 1 an. Eh bien voilà, dernière actualité en date, il y a quelques jours seulement, l'enquête a pu reprendre et le juge Tarek Bitar a repris ses dossiers. Et dès lundi dernier, il a inculpé le procureur général près de la Cour de cassation, Ghassan Ouedat, et 7 autres personnes, parmi lesquelles 3 magistrats, pour des chefs d'inculpation d'homicide. Donc c'est quand même une première dans l'histoire du Liban. Alors pour mieux comprendre et analyser cette situation, de ce qui se passe là-bas au Liban, de cette enquête, eh bien nous sommes avec Antoine Joseph Assaf, que vous connaissez bien ici, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Antoine Joseph Assaf, qui est écrivain, philosophe, né au Liban, évidemment, docteur d'État de la Sorbonne, conférencier à l'école navale et de guerre, auteur notamment, je vais citer celui-ci puisqu'il est en lien avec notre sujet, de Terre Blanche, un livre aux éditions Fayard sur la condition de la minorité des chrétiens d'Orient dans cette région, occupée donc et soumise à des exactions et des enlèvements continus. Et bonjour Antoine Assaf. Bonjour Clémence, heureux de te retrouver ce matin. Merci beaucoup d'être avec nous de bon matin et en studio en plus. Alors je revenais sur non seulement la situation au Liban, la pauvreté, la corruption, la dévaluation de la monnaie, et puis cette enquête qui reprend 1 an après donc son arrêt, et malgré de nombreuses pressions, notamment du Hezbollah, comme je le disais. Aujourd'hui, est-ce que cette enquête peut changer les choses ? Est-ce que ça peut être une ficelle qu'on pourrait tirer d'une bobine qui pourrait permettre de sortir un peu le pays de sa corruption ? Je ne le crois pas, parce que, avant tout, merci de me recevoir, chère Clémence, dans cette matinale de plus en plus vivante et suivie. Je ne le crois pas parce que ce juge Bitar, il a le grand défaut d'avoir la binationalité. Il est américain aussi, il a le passeport américain, ce qui dérange beaucoup le parti de Hezbollah. Oui. Parce que pour lui, tout ce qui vient de l'Amérique est un complot contre lui, contre sa destruction. Et ce sont d'ailleurs les accusations du Hezbollah. On a vu aussi beaucoup de grands titres de journaux portés notamment par le Hezbollah expliquer que le juge Bitar agissait sur la base d'ordre américain et avec un soutien judiciaire européen. Je cite notamment le quotidien Al-Akhbar, proche du puissant donc Hezbollah. Enquête sur le port, ça c'est la une. Tarek Bitar est devenu fou. Voilà comment ils interprètent en tout cas ce qui se passe avec la reprise de l'enquête et puis l'inculpation de personnes de très, très haut placées qui sont elles-mêmes proches du Hezbollah. Donc quelle est la vérité là-dedans ? Comment peut-on s'en sortir ? C'est-à-dire l'enquête, si elle pouvait aller jusqu'au bout, devait en principe, selon certains, prouver que le Hezbollah se servait du port pour stocker nitrate d'ammonium ou tout ce qui sert aux explosifs pour les acheminer vers son allié
bloqué, qui est justement Damas. Or, il nie complètement cela, le Hezbollah. Et nous savons très bien que ceux qui sont accusés montrent que le désordre de stockage dans le port prouve qu'il n'y avait pas une telle organisation. De même qu'Israël n'est pas le pays qui a bombardé ce port pour empêcher justement le transit de cette énergie. Le Hezbollah se trouve dans cette situation, mais en fait, il y a un vrai désordre dans ce port. Et ce qui est vrai, c'est que le port de Beyrouth sert d'ouverture pour le blocus de Damas. Ça, c'est certain. Mais est-ce que le Hezbollah agit directement à partir de cela? Est-ce qu'il en a besoin? Je ne le crois pas non plus. Le juge Bitar, c'est vraiment le juge qui est un peu épaulé jusqu'à ce point par l'Amérique pour rendre au Liban une sorte d'état de droit qu'il est en train de perdre, parce que l'Amérique ne peut pas faire débarquer ses forces comme en 1983, les forces internationales, depuis qu'ils ont perdu ces 100 Marines à côté des Français, des parachutistes, nos chers soldats de Raqqa. Ils ont renoncé au débarquement. Et là, donc, ils agissent à travers ce juge. Et puis, ils ont peut-être compris aussi, à travers ce qui s'est passé par l'arrivée des forces israéliennes en 82, qu'une situation similaire ne serait pas forcément bien reçue et au contraire pourrait renforcer le Hezbollah, non? Sauf si le gouvernement actuel israélien décide un peu de passer à la guerre et que la question des frontières, qui est presque réglée avec le Liban, avec l'accord de Hezbollah, sauf si Netanyahou et les extrémistes du gouvernement décident de se libérer de la milice de Hezbollah, vu bien sûr la politique un peu dégénérée avec les Iraniens. Mais pour le moment, avec Biden, nous ne sommes pas avec Trump et avec les Iraniens une sorte de négociation sous table pour permettre à l'Iran justement de passer à des nouveaux accords. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, finalement, on a l'impression que ce qui se passe au cœur du Liban et dans les affaires nationales du Liban, en fait, sont complètement dépendantes, mais pleinement dépendantes des souverainetés étrangères voisines. Absolument. Vous avez saisi là toute la géopolitique du Liban. D'un côté, il y a un Liban qui est, bien sûr, plombé avec ses 17 communautés, mais essentiellement entre chrétiens et musulmans, qui sont tous deux armés jusqu'au bout, qui sont tous qui avaient réussi à cohabiter quand même. Il y a eu une histoire. On cohabite toujours. Oui. Ce qu'on appelle libanisation, que Zemmour n'utilise qu'au sens négatif, c'est-à-dire communautariser et passer à la force milicienne. Au Liban, libaniser, c'est savoir vivre avec son ennemi. Oui. Parce que tu ne peux pas commettre le génocide. Alors, on vit ensemble au Parlement. Nous avons 128 députés. On essaye que chaque communauté a son mot à dire, même aujourd'hui, pour l'élection d'un président qui doit être chrétien, les communautés musulmanes doivent dire leur mot et avoir un consensus. C'est ça la libanisation au Parlement. Oui, le gouvernement. Alors, est-ce que c'est toujours ça? Le gouvernement libanais respecte un partage précis des portefeuilles avec chaque représentation des composantes religieuses de la société libanaise. Donc, il y a 12 portefeuilles, 12 pour les chrétiens, donc 5 maronites, 3 grecs orthodoxes, 2 grecs catholiques, 1 arménien orthodoxe et minoritaire. Et puis, pour les musulmans, pareil, 12 portefeuilles. Et puis, encore dedans, un sous-partage, 5 chiites, 5 sunnites et 2 druzes. Si vous voulez, aujourd'hui, cette répartition est complètement perturbée parce que quoi que vous fassiez, il y a le veto de Hezbollah. Oui. Il arrive à la fin, toutes les nominations sont là, mais si vous nommez un juge qui le met en cause, le Hezbollah l'a bien montré, il est capable d'attaquer. Il le bloque, il est capable d'attaquer des quartiers chrétiens, comme il l'a fait à Ain al-Ramadi, et les chrétiens sont capables de réagir. Ils ont une mentalité milicienne qui date des croisades. Ils ont fait des morts aux chiites et on était prêt à revenir à la configuration de la guerre de 75. Voyez-vous, là-bas, les chrétiens n'ont pas le temps de finir leur rosaire sans passer à la défense. Et il n'y a pas la mollesse qu'on connaît. Et c'est pourquoi le Hezbollah, malgré sa domination politique, sait qu'il y a une limite à sa domination. C'est que s'il veut vraiment se débarrasser de la force chrétienne en face du Liban, c'est une guerre totale qui, à mon avis, qu'il perdra. C'est pourquoi c'est dans cette balance qu'il arrive à exister, mais aller attaquer les régions chrétiennes, comme ils l'ont menacé une fois, les cèdres du Liban, là vous êtes sûr que c'est pas les 1 300 000 chrétiens qui se trouvent sur les 4 millions de Libanais, parce qu'ils sont 1 600 000 de Hezbollah. Les chiites, c'est les 12 millions de la diaspora libanaise qui se lèvera, et là les chiites perdront, comme l'Iran perdra avec.
Mais d'après votre discours, j'ai l'impression que finalement le Hezbollah est avant tout en guerre contre les chrétiens. Mais historiquement, c'était pas le cas. Non, parce qu'il a bien compris, vraiment, le Hezbollah lui-même comme parti, mais tous les chiites qui sont des minoritaires dans le monde musulman. Les sunnites font plus de 25%. Et les Iraniens étant justement un peuple beaucoup plus savant, plus scientifique que les sunnites d'Arabie Saoudite, a essayé vraiment d'aller vers une stratégie politique qui postule vers le nucléaire. Et si l'Arabie Saoudite se trouve devant un Iran nucléarisé, elle n'a plus qu'à avoir recours à Poutine, qui a promis la bombe à l'Arabie Saoudite, mais avec un code cyrillique. Donc il faut qu'ils apprennent le russe pour pouvoir le décoder. Dans cette région, il y a deux forces régionales, l'Arabie Saoudite et les Iraniens, qui épaulent deux grandes communautés au Liban, sunnites et chiites. Le génie politique des chrétiens, depuis toujours, depuis un siècle, depuis la République née grâce à la France, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et il l'a trouvé en rendant possible et même inévitable la présidence chrétienne. Parce que ça permet de créer un équilibre entre les deux communautés musulmanes. Il ne peut pas être sunnite ni chiite, le président. Ça inquiète les deux forces. Et les Russes, comme les Américains, ils jouent sur ces deux forces régionales. Alors, quels sont les intérêts, expliquez-nous bien, des Russes, d'Israël et des Américains dans le pays du Liban? Et ensuite, j'espère qu'on aura le temps quand même d'évoquer vers quelle solution quelle est la solution aujourd'hui pour le Liban finalement? Est-ce qu'elle doit d'abord régler ses affaires internationales et par quelle voie pour pouvoir régler ses affaires nationales? Ça c'est une des questions les plus importantes, mais l'intérêt des Russes, pour commencer par cette stratégie de très longue haleine, parce qu'elle date de Nicolas Ier. Elle date de l'alliance entre la France, l'expédition française de Napoléon III et Nicolas Ier, c'est de la protection des chrétiens d'Orient, orthodoxes surtout, et le chemin de pèlerinage vers Jérusalem. Et depuis, la Russie n'a pas changé. D'où la stratégie de Poutine en face du printemps arabe en février 2011. Il a bien dit, cela s'arrêtera en Syrie. Il l'a arrêté, il a protégé Assad et sa dictature, comme on dit. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle la Syrie utile de l'Ouest, elle est sous domination politique russe et avec l'accord des Assad. Tout ce qui est à l'Est qui va vers l'Irak n'intéresse pas la Russie. En ce moment, le Liban, les chrétiens du Liban ne sont pas particulièrement orthodoxes, ne sont pas particulièrement soutenus par la Russie. Ah si. La Russie ne laissera jamais les chrétiens libanais, et je les ai vus même à Moscou, la présence des chrétiens orthodoxes qui font leurs études de médecine, etc. La Russie, elle se trouve en Syrie, mais derrière l'axe profondeur stratégique va jusqu'au Liban. C'est tout ce qu'on appelle la corniche libanaise, c'est toute la protection des routes des pèlerins que Nicolas Ier a voulu protéger. Et sur ce point, c'est une stratégie de longue haleine. Celle des Américains, elle est toujours de courte haleine. Maintenant, il y a les chiites qui les inquiètent, il y a l'Iran qui les inquiète, ils donnent une protection minimale au Liban. Mais la force des États-Unis, c'est qu'elle a une diaspora libanaise extrêmement forte, beaucoup de sénateurs d'origine libanaise qui agissent et qui préparent actuellement leur stratégie, c'est de faire venir au pouvoir le chef d'état-major de l'armée libanaise actuelle, qui s'appelle Joseph Aoun aussi, qui est d'une culture américaine pure. Mais qui est de quelle communauté, lui? Il est maronite, il doit toujours être maronite. Le chef d'état-major libanais, le SEMA, comme on dit en France, et le président doivent être maronites, la force armée et la force politique. Et il a les fortes chances, sur les 128 voix, il peut assurer les 65, en face d'un candidat traditionnel qu'on appelle féodal, et qui porte les noms de notre chère France, la famille Frangier, qui est un nom qui date des croisades, vous imaginez. Frangier, c'est le français. Ouais. Et il est, Sleiman Frangier, il est le candidat officiel de Hezbollah. Mais le Hezbollah peut changer de candidature, parce qu'en face de ce général, il peut s'arranger comme il l'a fait pendant les guerres contre Daesh et les milices terroristes de Syrie, qui étaient coalition occidentale contre la dictature d'Assad, et le Hezbollah était contre ces milices. Et avec ce général, ils ont su mener des guerres à l'Est avec beaucoup de coordination. Donc il est habitué à discuter avec le Hezbollah. Et le Hezbollah n'ont pas peur de lui, surtout que l'autre Aoun, qui vient de sortir, le général Michel Aoun, était leur allié chrétien
par excellence. Ah oui, donc vous y voyez plutôt une bonne porte de sortie, ce candidat présenté par les Américains notamment, ou justement encore une nouvelle forme de protectorat qui est aussi, qui n'est pas forcément bonne pour les affaires nationales. Le candidat Frangier, féodal, qui est un homme d'une grande intelligence, son grand-père qui portait le même nom, était le président libanais en 1973-15, pendant le début de la guerre. Beaucoup ont peur de revenir à cette situation. Et de revenir à une situation où le Hezbollah apparaît comme étant l'homme, vraiment le parti qui a imposé son candidat, comme avec le général Michel. Le général Joseph Aoun est le candidat aussi bien des grandes puissances américaines, les Russes n'ont rien contre lui, et surtout des pays arabes sunnites. Ce qui arrange beaucoup les choses, et l'homme est d'une grande sagesse. Sa culture est beaucoup plus anglophone qu'elle l'est francophone, mais il est capable, il a été décoré par l'armée française, d'avoir un équilibre, une stratégie de mesure nécessaire pour les communautés libanaises. Donc finalement, vous ne le voyez pas forcément d'un mauvais œil. Ah non, personne ne le voit d'un mauvais œil. C'est vraiment le candidat apolitique. Il ne provoquerait ni les chrétiens ni les musulmans. Et le Hezbollah est en train de se dire pourquoi ne pas passer vers un sextennat, comme on dit au Liban, où on laisse un candidat qui n'est pas nécessairement le candidat du Hezbollah. Et alors, considérez-vous que par l'arrivée de ce candidat-là, on pourrait avoir une porte de sortie de crise pour le Liban, ou il va falloir régler les choses autrement ? Une véritable sortie de crise, parce qu'il y a l'armée libanaise qu'il faut reconstituer, qui est le système qui marche au Liban, qui est capable de lutter contre les terroristes, Daesh, tout le reste. Il l'a prouvé pendant la guerre de Syrie. Il y a l'ouverture américaine. On ne sait pas, avec Biden, qui reste 2 ans, s'il y a un retour des républicains comme des démocrates, ils sont pour ce candidat qui est très connu au Pentagone. Il a fait Joseph, le général, a fait beaucoup plus que l'autre général, tous les généraux, les visites aux États-Unis, accueillis par les sénateurs. Il est connu de ce qu'on appelle la notion libanaise hors frontières, c'est-à-dire la diaspora. Il est très connu par les sénateurs américains. Et à partir de là, l'Amérique peut engager une politique économique pour soutenir la livre libanaise, qui dans sa politique réelle est très forte. Mais dans la politique économique de décadence, elle est dévaluée jusqu'à ce point. Et puis l'équilibre de force avec les Iraniens, avec les Russes et surtout avec Israël, le gouvernement de droite de Netanyahou. Ce qui m'amuse finalement d'un point de vue, on va dire, occidental, français, c'est que nous, on a tendance à avoir un œil un peu naïf et avoir des méchants d'un côté, des gentils de l'autre, pour le faire simplement, avoir une vision très binaire. Les Russes sont les méchants, les Américains sont les gentils, ou inversement. Ici, au Liban, vous êtes obligé de mettre tout le monde autour de la table. Absolument. Les sunnites, les chiites, les maronites, les chrétiens, Israël, l'Iran, enfin tout le monde est là. Oui, mes chers Clémence, la France va vers cela. Oui. Malheureusement, cette laïcité qui date d'un siècle, elle arrive à sa fin. Il va falloir se mettre autour de la table pour que les communautés qui furent dans l'Empire français, en Algérie, musulmans, dire qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes en France et non pas sur vos terres. C'est ce qui se passe au Liban parce que c'est le pays qui a accueilli tous les réfugiés du Proche-Orient, les Druzes, les chiites, les sunnites, alors que c'était un mont Liban chrétien. Et le chrétien entouré de tous ces réfugiés doit constituer un pays qui n'efface pas cette identité et qui équilibre cela. C'est ça la libanisation, la vraie, pas la négative qui est milicienne. On n'est plus face à face, la proposition, c'est qu'on soit plus côte à côte, mais face à face. Mais finalement, on réussir à être tous côte à côte, toutes les communautés, une forme de communautarisme. Vous êtes une excellente, journaliste politique, parce que vous êtes en train de décrire avec votre intuition ce qui se propose aujourd'hui en cas où le Hezbollah souhaite dominer tout le Liban. C'est la confédération que demande pas n'importe qui, le patriarche maronite. Nous aurons une sorte de confédération, pas à la Suisse, mais à l'orientale, où nous aurons notre budget, notre culture, notre université, et les chiites auront les leurs, parce que c'est 1 600 000 du peuple libanais. Vous ne pouvez pas et juste répondez par oui ou par non, ce serait pour vous un moindre mal. La confédération, bien sûr, si le Hezbollah veut tout dominer, aucun Libanais n'accepte de vivre comme un esclave sous l'occupation chiite, comme il l'a fait sous l'occupation ottomane. Bon.
Espérons tout de même que ça n'arrive pas jusqu'à nous, cette situation. En tout cas, si ça peut être un moindre mal pour le Liban, c'est déjà une bonne chose. Merci beaucoup, Antoine-Joseph Assaf, pour cet éclairage très important sur le Liban. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.